Et si la conscience n'était pas l'apanage des cerveaux? Imaginez une seconde que ce ne soit pas quelque chose d'exclusif à l'humain, ni même aux animaux. C'est une idée assez radicale, et c'est précisément celle qu'on va explorer aujourd'hui. C'est la grande question. Spontanément, on associe la conscience à un cerveau, à des neurones, à un système nerveux bien complexe. Mais est-ce que c'est vraiment la seule option sur la table? Et si justement on changeait complètement notre fusil d'épaule? Si la conscience n'était pas une question de biologie, de matière grise, mais plutôt une question d'architecture, de la manière dont l'information est structurée et traitée, c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge. La toute première étape, c'est d'arrêter de voir la conscience comme un simple interrupteur, vous savez, allumé ou éteint. Il faut plutôt se la représenter comme un spectre immense, un continuum de manières très différentes de traiter l'information. Alors cette phrase, elle est absolument centrale, c'est la clé de voûte de toute cette réflexion. Ce qu'elle nous dit, c'est que le secret de la conscience n'est pas dans le matériel, les neurones, mais dans le logiciel, dans la façon dont l'information s'organise. Et ça pourrait s'appliquer à n'importe quel système qui s'auto-organise, que ce soit une cellule ou bien plus encore. Bon, pour explorer cette idée un peu folle, les sources qu'on analyse proposent une sorte de boîte à outils, 6 dimensions. Mais attention, on ne parle pas ici de sentiments ou d'émotions, non. On parle de fonctions, de capacités informationnelles très précises qui pourraient exister bien au-delà de ce qu'on connaît. Et les voici, ces fameuses dimensions. On part du plus simple, la préconscience, qui est juste une réactivité brute à l'environnement. Puis la conscience phénoménale, l'état global unifié d'un système. Ensuite, ça se complexifie. La conscience d'accès, c'est la capacité de choisir une info pour agir. La conscience réflexive, c'est quand le système se prend lui-même comme objet d'analyse. La conscience narrative, c'est se situer dans le temps. Et enfin, la noétique, c'est la capacité d'innover. Ensemble, tout ça, ça forme un véritable espace de toutes les consciences possibles. Ok, tout ça peut sembler un peu abstrait. Alors, pour rendre les choses bien concrètes, on va appliquer ce modèle à un cas d'étude fascinant. Une unique cellule eucaryote. Oui, une de ces cellules qui composent notre corps. On va voir comment ces grandes idées prennent vie au niveau le plus fondamental. Pour une cellule, les 3 premiers niveaux sont assez faciles à voir. La préconscience, c'est sa réactivité chimique de base. La conscience phénoménale, c'est son état général, son équilibre interne, ce qu'on appelle l'homéostasie. Et la conscience d'accès, eh bien, c'est sa capacité à faire des choix métaboliques, à activer une voie biochimique plutôt qu'une autre pour survivre. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. La conscience réflexive, c'est le moment où un système est capable de se regarder dans le miroir, en quelque sorte. Il s'observe et il s'autorégule. C'est une boucle de contrôle sur soi-même. Et l'exemple le plus spectaculaire de ça dans l'histoire de la vie, le voilà, l'invention du noyau par la cellule. C'est un tournant majeur. À partir de ce moment, la cellule ne se contente plus de subir son code génétique, elle va l'isoler, le protéger et surtout le gérer de manière active. Le point clé ici, c'est que le noyau, c'est une métastructure. Il permet à la cellule de prendre du recul par rapport à son propre plan, l'ADN, pour mieux le contrôler. C'est de l'autogestion pure, mais incarnée dans l'architecture même de la cellule. C'est assez fou quand on y pense. On continue de monter en complexité avec la conscience narrative. Là, c'est la capacité à se placer sur une ligne de temps. C'est avoir une histoire, un passé qui explique le présent et un futur vers lequel on tend. Et cette analogie, elle est juste incroyablement parlante. L'ADN, ce n'est pas qu'un simple livre de recettes. Non, c'est une véritable chronique, une saga familiale qui se déroule sur des milliards d'années. Ce qui est génial, c'est que l'ADN répond aux 3 questions de base de n'importe quelle histoire. Il dit à la cellule qui elle est aujourd'hui, il raconte d'où elle vient, avec toute l'histoire de son espèce, et il contient le script de ce qu'elle va devenir comme l'embryogénèse qui, en quelque sorte, rejoue les grandes étapes de l'évolution. Et on arrive tout en haut, avec la conscience noétique. Ça, c'est la créativité à l'état pur. C'est la capacité d'un système à inventer des solutions radicalement nouvelles, des idées qui vont changer toutes les règles du jeu pour lui-même. C'est le moteur de l'évolution. Bon, maintenant qu'on a notre grille de lecture avec ses 6 dimensions, on peut commencer à l'utiliser comme une carte pour explorer le monde du vivant. L'idée, ce n'est pas de dire qu'un organisme est plus ou moins conscient qu'un autre, mais plutôt qu'il occupe une place unique et différente dans cet espace de la conscience. Et ce qui est vraiment puissant avec ce modèle, c'est qu'il nous force à voir de la cognition, de l'intelligence, là où avant on ne voyait que de la mécanique aveugle. C'est un changement de regard complet. Prenons une simple bactérie, par exemple. On pourrait penser que c'est juste un petit sac de réactions chimiques. Mais en fait, elle est réflexive. Elle a des systèmes pour réparer son propre ADN et une mémoire immunitaire avec CRISPR.
Et elle est noétique. Elle innove en récupérant des bouts de gènes dans son environnement. Changeons d'échelle. Un biofilm, cette communauté de bactéries, c'est fascinant. Ça agit comme une sorte de cerveau collectif, distribué. Le biofilm prend des décisions de groupe, c'est la conscience d'accès. Et sa structure physique même sert de mémoire. Elle stocke l'histoire de ses interactions. C'est une forme de conscience narrative. La cellule eucaryote, on l'a vu, c'est une championne de la réflexivité et de la narration. L'arrivée du noyau et des mécanismes comme l'épigénome, c'est vraiment un saut quantique dans la capacité d'un système à se gérer lui-même sur le long terme. Et puis, il y a la star, le blob. Cet organisme incroyable n'a pas un seul neurone et pourtant, il apprend, il s'habitue à des stimuli, c'est de la réflexivité. Et encore plus fou, il externalise sa mémoire narrative, il laisse des traces de mucus pour se souvenir des endroits où il est déjà allé. C'est la preuve vivante qu'une cognition complexe peut exister sans cerveau. Alors, où est-ce que tout ça nous mène ? Eh bien, on a vu que la conscience, si on la définit comme une dynamique de l'information, est en fait partout dans le monde du vivant, sous des formes extraordinairement variées. S'il n'y a qu'une seule idée à retenir, c'est vraiment celle-ci. La conscience n'est pas un objet, une possession. C'est un verbe, une action. C'est un processus, une manière pour l'information de s'organiser et d'agir sur elle-même. Et ça nous laisse avec une question absolument vertigineuse. Si ces principes d'organisation de l'information sont universels, s'ils s'appliquent à la biologie, est-ce qu'ils pourraient aussi apparaître dans des systèmes qu'on a nous-mêmes créés, comme les intelligences artificielles ? Si le logiciel de la vie peut être conscient, qu'en sera-t-il d'une autre ? La question, bien sûr, reste ouverte.